Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 20 décembre 2025 et notre nouvel invité, le Dr Michael Rectenwald, est avec nous. Bienvenue, Dr Michael. Merci de m'avoir intéressé. C'est un plaisir d'être ici. Michael, c'est ta première fois sur le podcast. Laisse-moi te présenter à notre public. Michael est professeur d'études libérales et auteur de 12 livres. L'un de ses ouvrages récents est The Great Reset and the Struggle for Liberty. Je peux en citer quelques autres. Il a écrit Beyond Woke en 2020 et The Thought Criminal en 2022. Il est aussi le fondateur du PAC Anti-Zionist America. Et voici le site web de Michael et de son équipe. Michael, quelle est la raison derrière ce mouvement que tu appelles un PAC? Nous savons qu'il s'agit de s'opposer au sionisme, mais quelle est l'idée principale, l'objectif central derrière cela? Eh bien, l'objectif principal est de désioniser le gouvernement des États-Unis, c'est-à-dire retirer les sionistes des postes de pouvoir au sein du gouvernement américain. L'idée est que seule la désionisation du gouvernement des États-Unis permettra de contrecarrer et d'arrêter les agressions d'Israël. J'ai regardé les horreurs à Gaza au cours des 2 dernières années et je me suis senti impuissant à faire quoi que ce soit. Je veux dire, nous avons essayé de parler à nos représentants au Congrès, à nos sénateurs, à notre président, et ils n'ont pas écouté. Ils n'ont aucune volonté de changer de cap. Leur soutien à Israël est inconditionnel. Peu importe ce que fait Israël, le gouvernement fédéral et les États soutiennent Israël dans tout ce qu'il entreprend. Et je me suis dit, cela doit changer. Nous devons avoir la souveraineté sur notre propre pays afin d'agir dans notre propre intérêt. En même temps, en le faisant, nous soulagerons le monde d'une souffrance immense causée par l'État d'Israël. En regardant les horreurs diffusées en direct à Gaza, j'ai décidé d'agir. Je ne pouvais pas rester là, impuissant, à regarder le massacre se poursuivre sans provoquer un changement. J'ai donc d'abord envisagé Tripodique, appelé ASAP, le Parti de l'Amérique antisioniste. Mais sachant qu'aux États-Unis, les partis tiers sont tellement maltraités, ils se font avoir par le gouvernement parce que les démocrates et les républicains contrôlent l'État depuis si longtemps. Ils n'autorisent aucun parti tiers à entrer dans le jeu. Ils rendent l'accès aux bulletins de vote impossible. Ils dressent toutes sortes d'obstacles pour empêcher les partis tiers de participer. Alors j'ai décidé que peut-être un comité d'action politique, PAC, serait la meilleure idée. Autrement dit, nous soutiendrions littéralement tous les candidats, de n'importe quel parti ou sans parti du tout, qui sont antisionistes, qui s'engagent à ne pas envoyer d'armes ni d'aide militaire à Israël ou à d'autres pays d'ailleurs, et qui ne prendront pas d'argent de l'AIPAC ou d'autres organisations israéliennes. Des comités d'action politique et des lobbies comme J Street, J-PAC et CUFI, les Chrétiens unis pour Israël, ainsi qu'une multitude d'autres. Il existe des centaines de ces organisations et des dizaines de comités d'action politique israéliens qui achètent notre classe politique. Et je me suis dit qu'il fallait que nous rivalisions avec eux. Nous devons entrer dans le jeu et soutenir directement des candidats antisionistes. De cette façon, nous pourrons faire élire des personnes qui ne voteront pas pour envoyer de l'argent et des armes à Israël pendant qu'il commet un génocide, ou à tout autre moment d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas leur faire confiance. C'était donc l'idée de départ, et nous l'avons fondée. Je l'ai fondée. Et cela décolle plutôt bien. Ça marche très bien. Nous recevons des milliers de dons, des centaines de bénévoles, et nous sommes dans la course. Et nous savons qu'AIPAC, ce que nous appelons AIPAC, comme vous l'avez mentionné,
il existe divers comités d'action politique aux États-Unis qui diffusent la rhétorique sioniste. S'y opposer est difficile. Ils sont puissants et présents dans tout le pays. Alors, où êtes-vous situé actuellement? Et quel est l'objectif principal que vous visez? Vous concentrez-vous sur certaines régions ou certains États? Ou essayez-vous d'aider toute personne aux États-Unis qui s'oppose à cette idéologie? Bien sûr, nous ne ciblons pas des régions géographiques, mais des régions politiques. Nous nous concentrons sur certains acteurs politiques qui sont de fervents partisans du sionisme ou qui en sont les relais. De la même manière, nous avons choisi des candidats pour s'opposer à ces personnes. Ainsi, en Floride, nous présentons Aaron Brown face à Randy Fine, qui est l'un des sionistes les plus extrêmes. À New York, nous soutenons José Vega contre Richie Torres. Et en Floride, nous avons aussi Mike Wilno, qui se présente contre Daniel Webster. Nous avons également annoncé d'autres candidats, 4 de plus, jeudi et vendredi. Jusqu'à présent, nous soutenons donc un total de 7 candidats, mais nous en examinons constamment d'autres. Nous ne nous concentrons pas sur les régions, mais principalement sur le Congrès, afin d'y placer de meilleures personnes. Des personnes qui ne voteront pas pour envoyer des armes à Israël. Nous savons qu'avant l'élection présidentielle aux États-Unis, il existait une certaine division au sein du Parti démocrate sur la manière d'aborder la situation avec Israël et ce qui se passe au Moyen-Orient, en Asie occidentale. C'est pour cette raison que le Parti vert et d'autres, qui ne faisaient pas partie du mouvement progressiste au sein du Parti démocrate, n'étaient pas satisfaits des politiques concernant Israël et s'en sont donc détachés. Mais les démocrates sont si puissants qu'ils ont pratiquement détruit le Parti vert. Celui-ci n'a aucune chance de rivaliser avec le Parti démocrate. En ce moment, le soi-disant président républicain Donald Trump, en quelque sorte un outsider, est en train de devenir une partie de l'establishment, une partie des républicains. Et même en s'opposant, tu sais, à Thomas Massie et Marjorie Taylor Greene. Oui, en ce moment, il existe un mouvement au sein du Parti républicain. Tucker Carlson, Candace Owens, ces personnes qui sont très populaires parmi les républicains. Mais d'un autre côté, les démocrates ont aussi des voix similaires qui s'opposent aux politiques envers Israël. Penses-tu qu'il soit possible de rassembler toutes ces personnes? Ils peuvent avoir leurs différences, peu importe. Mais en matière de politique étrangère, concernant ce qui se passe au Moyen-Orient, en Asie occidentale, toutes ces personnes pourraient-elles s'unir pour former une sorte de coalition? Absolument. C'est exactement ce que nous essayons de faire avec la CEPAC. Nous ne sommes pas partisans. Nous n'avons d'affiliation avec aucun parti en particulier. Nous essayons de combler le fossé politique à travers tout le spectre pour obtenir le soutien de candidats, quel que soit leur parti, qui s'opposent à Israël. Nous ne nous soucions pas des autres questions pour le moment. En fait, il y a d'autres positions politiques. Nous pourrons débattre de tout cela plus tard. L'essentiel, c'est que nous devons reprendre le contrôle de notre propre État, et pour cela, nous devons nous débarrasser de ces sionistes, car ce sont eux qui dirigent le pays. Il est évident que tout est fait au nom d'Israël, y compris des politiques intérieures très draconiennes qui cherchent à étouffer la liberté d'expression et à arrêter les manifestants politiques opposés à Israël. Nous l'avons vu avec les tentatives d'expulser des étudiants américains ou des étudiants inscrits dans des universités américaines, dont certains sont de véritables résidents des États-Unis, en raison de leur position sur Israël. Nous devons accéder au pouvoir pour mettre fin à cela, aussi bien aux politiques intérieures qu'aux politiques étrangères qui ruinent les États-Unis, détruisent notre réputation dans le monde entier et suscitent l'hostilité partout.
reputation throughout the world, creating enmity everywhere. Numerous countries hate us because of our De nombreux pays nous détestent à cause de notre affiliation et de notre servilité obséquieuse envers Israël. Nous essayons donc de nous débarrasser de tout cela et de nous concentrer sur une seule campagne à la fois. Nous allons cibler plusieurs groupes, autant que nos moyens le permettront. Après tout, l'AIPAC dispose de centaines de millions de dollars provenant de la classe des grands donateurs milliardaires. Nous comptons sur le soutien populaire, et nous le recevons. Le soutien populaire. Il nous faut 1 million d'Américains. 1 million qui nous donne 50 dollars. 1 million d'Américains donnant chacun 50 dollars. Si nous obtenons cela, nous pourrons rivaliser avec l'AIPAC et tous les autres lobbies et comités d'action politique du camp sioniste israélien. Et nous nous en approchons. Michael, qui est pour toi l'actuel président des États-Unis? Tu te souviens, avant d'arriver au pouvoir, il parlait des raisons pour lesquelles nous avons besoin de ce type de politique. Isoler d'autres pays à cause de politiques qui ont échoué, surtout au Moyen-Orient. Il disait que le responsable de cet échec au Moyen-Orient, c'est Netanyahou. Mais maintenant, c'est un personnage totalement différent. Il s'oppose à Marjorie Taylor Greene, qui l'a soutenu sans rien attendre en retour. Quand personne ne le soutenait, Marjorie Taylor Greene soutenait Donald Trump. Quelle est ta compréhension de Donald Trump et de son administration? D'après ce que je comprends, Trump se fait passer pour un personnage indépendant, rebelle, anti-establishment. Mais au bout du compte, il est possédé et contrôlé par le lobby sioniste et l'argent sioniste, les banquiers sionistes, le réseau sioniste, pour ainsi dire. Il n'a donc pas d'autre choix que de tenir les promesses qu'il leur a faites. Ils lui ont donné des centaines de millions de dollars par l'intermédiaire d'Adelson et d'autres. Je pense qu'il a également été soutenu dans ses affaires par des banquiers sionistes qui ont renfloué son entreprise à plusieurs reprises. Il leur est donc redevable. Mon sentiment à propos de Donald Trump, mon évaluation de Donald Trump, est qu'il joue un rôle sur scène, qu'il fait semblant d'être America First, qu'il fait semblant d'assécher le marais, qu'il fait semblant d'être anti-guerre, comme il l'a affirmé pendant sa campagne. Il a critiqué Israël pour nous avoir entraînés en Irak, ce qu'ils ont fait, et a formulé toutes sortes de critiques à l'égard de Netanyahou. Mais tout cela est tombé à l'eau lorsqu'il est revenu au pouvoir, car il sait à qui il doit obéir. Et il les sert avec fidélité, malheureusement. Donc c'est un sioniste. Je l'appelle Zion Don, en somme. C'est un pantin sioniste. Yeah. Je ne sais pas si tu connais le concept de... Eh bien, Michael, disons les choses ainsi. Comment vois-tu la politique étrangère des États-Unis en ce qui concerne l'Asie de l'Ouest? En regardant ce qui s'est passé en Irak, en Afghanistan, en Libye et maintenant en Syrie, nous avons eu des attentats terroristes en Irak, la garde nationale en Syrie et des troupes américaines toujours sur place. Même aujourd'hui, après le retrait d'Afghanistan, Donald Trump parle d'y renvoyer des troupes. Qui profite de ce genre de politique? Comment est-il possible de continuer à répéter sans cesse les erreurs du passé? Eh bien, ceux qui le dirigent, ceux qui en tirent profit, c'est bien sûr le complexe militaro-industriel. C'est lui qui récolte les fruits de cette bellicosité constante. Vous savez, Trump nous avait dit qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine dès le premier jour. Il avait affirmé qu'il obtiendrait un plan de paix à Gaza avant même d'entrer en fonction. Ce plan de paix, comme on le voit, est une véritable plaisanterie. Ils n'ont pas cessé de tuer des Palestiniens, et tout l'objectif de ce plan est de s'emparer des terres palestiniennes
et de déposséder ces gens de leur foyer. Ainsi, à mon sens, le sionisme est une idéologie qui alimente le complexe militaro-industriel. C'est l'idéologie qui nourrit ce complexe. Et tout cela se fait sous la bannière du sionisme, au profit du complexe militaro-industriel et d'Israël. Je pense que toutes ces actions reposent sur Israël et sur le complexe militaro-industriel, qui tire avantage de la bellicosité d'Israël. Comment évaluez-vous la relation entre Donald Trump et Netanyahou? Pensez-vous que Netanyahou exerce une certaine influence sur Donald Trump? Ou bien est-ce Donald Trump qui détient l'avantage sur le gouvernement israélien? Oui, c'est une question courante à laquelle je suis souvent confronté. Et les opinions varient selon les gens. Certains considèrent les États-Unis comme un empire qui s'étend et utilise Israël comme une sorte de colonie. Je ne suis pas d'accord. Je pense que les États-Unis sont en réalité le dépôt d'armes et de munitions, ainsi que le distributeur automatique d'Israël, le guichet automatique qui fournit l'argent. Je pense que la relation entre Trump et Netanyahou est en praus now board. Trump fait semblant d'être un franc-tireur, indépendant et un politicien rebelle. Mais quand il s'agit de ce que veulent Netanyahou et Israël, ils obtiennent exactement cela, y compris bombarder l'Iran sans provocation, alimenter et financer Israël alors qu'il commet un génocide, et le soutenir malgré la dépossession de terres en Cisjordanie, les colonies illégales et leur poursuite et expansion. Nous assistons donc à une abdication totale des objectifs de la politique étrangère américaine au profit des préoccupations israéliennes. C'est ce qui contrôle notre politique étrangère depuis, je dirais, les années 1960 et 1970, et la situation ne fait qu'empirer. Et maintenant, avec l'administration Trump, le masque est complètement tombé, et nous voyons à quel point il est réellement un pantin du sionisme. C'est vraiment regrettable. Au cours des 2 dernières années, on a davantage entendu parler de l'AIPAC et des partis sionistes, du mouvement sioniste aux États-Unis, qu'auparavant. Que se passe-t-il dans la société américaine pour que les gens deviennent beaucoup plus sensibles au pouvoir que les sionistes et tous les partis qui leur sont affiliés exercent sur la politique étrangère des États-Unis? Quelle est la base, le fondement de ce mouvement? De ces personnes qui pensent que ces groupes ne sont plus pertinents pour la politique étrangère américaine. Oui, je pense qu'il y a un énorme fossé entre la volonté du public et les objectifs de la classe politique. Et cela devient de plus en plus évident. Nous assistons ici à un conflit considérable entre un public de plus en plus désenchanté, au point que la plupart d'entre eux méprisent Israël, et une classe politique qui continue de le soutenir, allant même jusqu'à renforcer son appui en réaction au vent contraire puissant d'une opinion publique opposée à ce qu'Israël fait et à ce qu'il représente. Nous assistons à un conflit, et cela doit atteindre son paroxysme. Nous verrons cela se produire lors des élections de mi-mandat, où les républicains seront probablement largement battus à cause de Trump et de leur constante obéissance et servilité envers Israël. Nous allons assister à un grand changement. Cela prendra du temps, mais c'est en train de se produire sous nos yeux. Et je pense que d'ici l'élection de 2028, on assistera à un renversement massif de toute la situation. L'ensemble du bloc sioniste aura perdu une grande partie de son pouvoir. Oui. Et quand voyez-vous le mouvement? Vous savez, comme un mouvement de comité d'action politique, dans 5 ans. Vous le voyez ainsi. Je ne sais pas. Quand avez-vous lancé ce mouvement aux États-Unis? Était-ce en 2022 ou en 2023?
2022, 2023. August of 2025. Wow. Août 2025. August of 2025. Incroyable. Oui, août 2025. Et nous avons déjà reçu des milliers de dons, des centaines de bénévoles, une croissance tout simplement incroyable. Nous n'arrivons pas à suivre le rythme de cette expansion. C'est un bon problème à avoir, mais le soutien a été immense, vraiment immense. Et nous voulons que cela continue, car plus il y en a, plus cela nous donne de pouvoir pour nous opposer au sionisme sur la scène politique. Nous demandons donc aux gens, uniquement aux Américains, malheureusement, puisque nous ne pouvons pas accepter de dons venant de l'étranger, de faire un don, de s'engager dans le combat, de relayer le message. Et le site web est azapac.com, azapac.com. aza-pac.com, or just type Azapac in your Google search. Ou tapez simplement Azapac dans votre recherche Google, azapac.com, et vous nous trouverez. Nous sommes en tête de la liste. Jusqu'à présent, Google ne nous a pas retirés de sa plateforme, ne nous a pas mis sur liste noire, ne nous a pas rétrogradés. Il ne nous cache pas pour le moment. Donc nous avons de la chance d'avoir un bon référencement. Cherchez simplement Azapac et vous nous trouverez. Et je me dis que dans 5 ans, j'espère que nous n'aurons plus besoin d'exister. Dans 5 ans, j'espère que tous les comités d'action politique auront été dissous. Si nous parvenons à faire élire les personnes que nous souhaitons voir en poste, nous supprimerons complètement les PAC. Je ne veux pas qu'il y ait de PAC. Nous ne faisons cela que par malheureuse nécessité, parce que le gouvernement américain est à vendre. Et à cause de cela, nous devons combattre le feu par le feu. Mais à long terme, j'espère que nous serons heureusement dissous. Et je préférerais même cela, car c'est beaucoup de travail. J'aimerais que nous puissions faire élire des personnes qui rendront les comités d'action politique, ainsi que les contributions politiques via ces comités, illégaux. Et j'espère que nous pourrons nous occuper d'AIPAC avant cela. Les obliger à s'enregistrer comme agents étrangers, en vertu de la loi sur l'enregistrement des agents étrangers, le FARA. Donc dans 5 ans, j'espère que nous n'existerons plus. Si nous devons encore continuer à nous battre ainsi, nous le ferons, mais j'espère que les comités d'action politique auront disparu. Je n'y compte pas trop cependant, donc je m'attends à ce que dans 5 ans, nous soyons encore en train de mener ce combat. Vois-tu une différence entre, disons, Chuck Schumer, le chef du Parti démocrate, l'une de ses figures les plus importantes, et par exemple Ted Cruz ou Lindsey Graham? Quelle est la différence, Michael? En ce qui concerne la soumission à Israël, il n'y a absolument aucune différence. Ils sont sur la même longueur d'onde. Il n'y a qu'une seule chose sur laquelle tous les politiciens, de gauche, de droite, démocrates ou républicains sont d'accord, et c'est Israël. Tout le reste est sujet à débat, mais tout le reste est vraiment insignifiant, si l'on considère que cette question particulière a pris le contrôle du gouvernement. Ce n'est pas vraiment une question. Les gens disent que c'est un problème à un seul enjeu, que nous sommes un comité d'action politique, centré sur une seule cause. Je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un enjeu lorsque votre gouvernement est occupé par une entité étrangère. J'appelle ça bien plus qu'un simple problème. C'est en réalité une cause d'activité révolutionnaire. Et nous considérons notre comité d'action politique comme une forme d'activité révolutionnaire. Ce n'est pas une révolution violente. Nous essayons de le faire pacifiquement. Nous voulons écarter tous les sionistes de notre gouvernement en les battant dans les urnes. Mais si cela devient trop difficile de s'en débarrasser, nous devrons redoubler d'efforts et continuer à travailler pour les écarter par des moyens politiques. C'est ce que nous visons. As-tu vu ce type avec son téléphone portable qui se promène en demandant aux politiciens américains « l'Amérique d'abord » ou « Israël d'abord » La plupart du temps,
il n'obtient pas de réponse. Les gens ont tellement peur de réagir. Cela montre à quel point l'influence de l'AIPAC et des partisans sionistes d'Israël est profonde aux États-Unis. Même les politiciens qui viennent d'ici, qui sont nés ici, qui servent ce pays, ont peur de dire que l'Amérique d'abord n'est pas Israël d'abord. Incroyable. Cela montre simplement que c'est emblématique de tout ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est produit lorsque nous avons vu 250 représentants d'États se rendre en Israël et participer à une conférence intitulée « 50 États en Israël ». Rien que ça. Le logo qu'ils ont affiché est emblématique de toute la situation. Israël tente de fusionner nos deux pays et notre classe politique est impliquée. Ils veulent nous fusionner comme si nous étions la même nation. Ils veulent fusionner nos intérêts, nos fonds, notre volonté politique. Tout cela pour, en somme, devenir une partie d'Israël. C'est incroyable. Vous avez Brian Mast qui porte un uniforme de l'IDF pour aller travailler en tant que représentant. Nous allons nous en prendre à lui. Nous avons soutenu le candidat qui se présente contre lui et nous allons les éliminer un par un. Avec un peu de chance, nous pourrons en atteindre plusieurs à la fois, mais nous visons certains candidats ou titulaires de fonctions politiques que nous essayons d'écarter. Je dirais qu'il n'y a aucune différence entre la gauche et la droite à Washington quand il s'agit d'Israël. Israël tout le temps. On le voit avec ses représentants et sénateurs qui ont peur de dire l'Amérique d'abord parce qu'ils savent d'où vient leur pain et qui détient le pouvoir. Ils sont terrifiés. Il y a 4 facteurs qui alimentent le contrôle israélien ou sioniste sur les États-Unis. Le premier est l'argent, le deuxième le chantage, le troisième l'idéologie et le quatrième la peur. La peur est un moteur très puissant pour ces gens. Ils ont peur du pouvoir de la classe des milliardaires sionistes qui ont les moyens et le pouvoir médiatique de les détruire. Après tout, regardez tous les médias qui ont été rachetés par des propriétaires sionistes. Larry Ellison, et vous savez, avec TikTok, CBS News, Paramount, et toute une série de médias désormais regroupés sous le sionisme. Bill Ackman. Bill Ackman, oui. Ces gens dirigent le pays, et nous ne pouvons plus permettre cela, car ils le dirigent pour le bénéfice d'un autre pays. Et ce n'est pas bien. Je pense, Michael, qu'il serait peut-être préférable de commencer par les médias. Tu sais, les médias sont tellement importants de nos jours, et comme tu l'as mentionné, ils contrôlent tout à ce sujet. Tout tourne autour de leur rhétorique. On entend rarement quoi que ce soit des médias alternatifs aux États-Unis. Et ce n'est pas seulement aux États-Unis. Dans toute l'Europe, la propagande est omniprésente. Nous savons que les gouvernements européens, par exemple, essaient d'exercer une certaine pression sur Israël. Mais au final, la politique générale en Europe consiste à soutenir les sionistes et leurs programmes. Penses-tu que cela vienne des États-Unis, avec des personnes ici influençant d'une manière ou d'une autre la politique étrangère des pays européens? Oui, je veux dire, l'administration a menacé et a mis ses menaces à exécution de punir les pays qui ne soutiennent pas suffisamment Israël, de les punir avec des tarifs douaniers, avec diverses menaces du type « nous ne commercerons pas avec vous » et toutes ces choses-là. Je veux dire, je n'arrive même plus à tout suivre. Mais il y a tellement de cas où l'administration a averti d'autres pays que s'ils ne soutenaient pas Israël dans la mesure jugée nécessaire, ils en subiraient les conséquences. Donc oui, il y a beaucoup de cela. Les États-Unis sont le bulldog, le dépôt de munitions et le distributeur automatique d'Israël. Tant que cela ne cessera pas, on verra tous ces autres pays se recroqueviller face au sionisme, parce que le plus grand soutien du sionisme, c'est le gouvernement des États-Unis, pas celui d'Israël. Le nôtre,
celui des États-Unis. Et c'est pour cela que je veux désioniser le gouvernement. US, and that's why I want to de-Zionize the government. Yeah. Michael, quand tu regardes la situation au Venezuela, penses-tu que cela soit lié à l'idéologie sioniste aux États-Unis? It's entirely related. For example, C'est entièrement lié. Par exemple, le Venezuela entretient des liens avec le Hamas et le Hezbollah, et ils ont condamné le génocide. Ils ne soutiennent plus Israël. Les banquiers sionistes ne veulent pas que le pétrole vénézuélien échappe à leur contrôle. Le complexe militaro-industriel ne veut pas non plus que le pétrole ou d'autres ressources du Venezuela lui échappent. C'est pour cela que nous nous en prenons au Venezuela. Cela n'a rien à voir avec la drogue. Il existe d'autres pays qui fournissent bien plus de drogue aux États-Unis que le Venezuela. C'est absurde. Quiconque croit cela doit vivre dans une grotte. En réalité, c'est le sionisme qui alimente cette lutte contre le Venezuela. C'est un autre exemple où notre politique étrangère est dictée par les intérêts de l'entité sioniste. by the interests of the Zionist entity. Michael, just to wrap up this session, Michael, juste pour conclure cette session, qui est le soutien le plus important de l'entité sioniste aux États-Unis, diriez-vous que c'est au sein du Parti républicain, du Parti démocrate, ou bien une sorte d'establishment derrière les deux, n'appartenant réellement à aucun? Sont-ils au centre, gérant la rhétorique de la gauche et de la droite, pour diriger le jeu à travers l'idéologie sioniste? Est-ce le cas? Quelle est votre compréhension de ces différences aux États-Unis entre les deux partis, le système bipartite? between the two parties, the system of two parties? Between the two parties? Well, you have more pressure on Entre les deux partis. Eh bien, il y a plus de pression sur le Parti démocrate pour désavouer et cesser de financer le génocide. Il y a plus d'organisations à gauche, antisionistes, présentes depuis longtemps. Mais ça n'a pas fonctionné, car ce n'était pas bipartisan. Cela n'a pas abordé le véritable problème. Cela n'a pas vraiment remis en cause la classe dirigeante. Et la classe dirigeante aux États-Unis est sioniste. Quand je dis classe dirigeante, je n'utilise pas l'idée marxiste. La classe dirigeante, c'est quiconque contrôle l'État et le pouvoir d'État. Et ce sont les sionistes. Ce sont eux qui contrôlent le pouvoir d'État aux États-Unis. Ainsi, les différences entre les partis ne sont que les différences entre leurs électorats. Les démocrates ont une opposition plus historique et traditionnelle à l'État colonial de conquête israélien que les républicains. Mais cela change radicalement. than Republicans, but that's shifting dramatically. That's what's really scaring AIPAC. C'est cela qui nous effraie vraiment et qui effraie Israël. C'est pour cette raison qu'ils ont acheté TikTok. C'est pour cela qu'ils essayent d'obtenir et qu'ils ont en fait désormais le contrôle de Turning Point USA depuis l'assassinat de Charlie Kirk. C'est pour cela qu'ils sont terrifiés à l'idée de perdre le contrôle de la droite américaine. Cela est devenu évident avec la grande désaffection des jeunes de droite envers Israël. C'est ce qui les inquiète réellement, car s'ils perdent la droite, ils ont tout perdu. Je pense que sans le soutien républicain, le soutien des démocrates à Israël se dissiperait également. C'est donc pour cela que nous attaquons principalement les candidats républicains. Parce que si le parti républicain changeait de cap et devenait antisioniste, ou du moins non sioniste, on verrait les démocrates évoluer considérablement avec eux. You're going to see the Democrats shift tremendously with them. In fact, they're already shifting, at least they're pretending. En réalité, ils sont déjà en train de changer, ou du moins, ils font semblant. Certains candidats affirment qu'ils ne prendront pas l'argent de l'AIPAC de manière très médiatisée, mais ils le reçoivent probablement par d'autres canaux, d'autres sources sionistes, des dons directs d'Adelson et d'autres. Mais on va voir. Si nous parvenons à déstabiliser le soutien républicain à Israël et au sionisme en toutes circonstances, je pense que cela bouleverserait considérablement le camp démocrate, car il ne se sentirait plus aussi redevable. Si nous pouvons montrer que l'AIPAC n'a pas le pouvoir de décider qui est élu, on verra des défections dans les deux camps.
une énorme rupture avec le contrôle du lobby israélo-sioniste. A tremendous defection from the Israeli Zionist lobby control. I think the point that you've mentioned is so important. Je pense que le point que tu as mentionné est très important. C'est particulièrement significatif, car le soutien sioniste est bipartisan. Tu as déjà dit que lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir, tout tournait autour de la gauche, les progressistes, qui s'opposaient aux sionistes. Mais en ce moment, un mouvement est en train de prendre forme au sein du Parti républicain. À mon avis, c'est un moment charnière qui se déroule aux États-Unis, rassemblant toutes ces personnes. Les antisionistes pourraient devenir bipartisans. J'irais même jusqu'à dire que les indépendants rejoindraient ce type de mouvement. Oui, je veux dire, nous le voyons clairement en ce moment avec nos dons. Nous estimons qu'environ 65% d'entre eux proviennent de la droite et non de la gauche. Et c'est significatif. Cela signifie qu'il y a une énorme défection à droite concernant Israël. Pour la droite, la question est surtout celle de la souveraineté nationale. Ils ne veulent pas qu'un autre pays dirige le nôtre. Ils ne veulent pas d'une nouvelle infiltration, d'un nouvel infiltré contrôlant notre État. Ils sont davantage préoccupés par la souveraineté. La gauche, elle, s'inquiète davantage des droits et des souffrances des Palestiniens, comme moi aussi, très profondément. Mais je pense que nous pouvons les unir si tous deux voient qu'il s'agit de l'ennemi commun que nous partageons. Et nous obtiendrons une réduction de la torture et de la destruction par Israël si nous parvenons à amener les États-Unis à se désengager de leur soutien à Israël. Et tu verras des vies sauvées. Tu sais, c'est ainsi que nous allons sauver des vies. Il y aura une plus grande chance de paix au Moyen-Orient et ailleurs. Donc oui, c'est un grand mouvement. Je pense qu'il y a un énorme changement en cours à droite contre cette prise de contrôle, cette occupation par Israël. Cela se développe énormément. C'est de là que vient la véritable croissance, car il y a toujours eu une gauche antisioniste, mais il n'y avait pas vraiment de droite antisioniste. Et maintenant, il y en a une, et c'est très important. Exactement. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens doutent autant de la prétendue tentative d'assassinat contre Charlie Kirk, c'est à cause de ce qu'il a construit. Ce mouvement est totalement opposé aux sionistes, ceux que l'on voit communiquer, parler, et ils comprennent qu'ils n'en tirent aucun bénéfice. Personne ne critique Israël. Oui, je veux dire, regardez tous les jeunes qui participent aux événements de TPUSA. Ils se lèvent et posent des questions qui terrifient les animateurs. Ils demandent des choses sur l'USS Liberty, sur le 11 septembre, sur l'assassinat de JFK, sur le génocide et le nettoyage ethnique. Charlie Kirk a fait remarquer qu'Israël voulait nettoyer ethniquement Gaza. Il l'a dit entre guillemets. Donc oui, il y a un énorme mouvement à droite. Ce sont les jeunes, mais aussi, vous savez, la génération Z et la génération X. Et je pense qu'il y a un grand changement, même parmi la droite plus âgée. Oui, laissez-moi simplement ouvrir votre site web ici. Allez-y en tant que PAC et faites un don. Vous savez, vous pouvez aider le mouvement. C'est important pour le mouvement, parce que comme il l'a mentionné, il a été créé en août 2025, et il est encore si jeune. Je pense que cela montre à quel point vous pourriez être influent au cours des 2 prochaines années. Et j'espère que vous obtiendrez ce que vous souhaitez, car je connais beaucoup de personnes aux États-Unis qui sont totalement, à 100%, d'accord avec vous et avec ce que vous recherchez de la droite républicaine, de la gauche et du centre. Oui, merci, c'est parfait. J'apprécie cette mention. Et oui, nous avons besoin de votre soutien. Nous sommes un comité d'action politique enregistré au niveau fédéral auprès de la FEC et de l'IRS.
donc totalement légitime. Tout notre financement sera divulgué dans les rapports annuels. Vous verrez donc où chaque centime est allé. C'est entièrement transparent. Nous essayons de constituer une réserve de guerre pour éliminer ces sionistes. Des gens comme Randy Fine, Rishi Torres, Brian Mast et bien d'autres. Aidez-nous à le faire et nous pourrons rendre la souveraineté américaine aux Américains et contribuer à sauver le monde des exactions d'Israël. Merci beaucoup, Michael, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous. C'est un plaisir d'être ici. Merci beaucoup, Nima. Bye-bye. Bye bye. Au revoir.